Et salut internet et bienvenue pour cette nouvelle chronique geek. Alors je ne sais pas si c'est à cause de l'hiver tardif, il n'y a plus de saison ma brave dame, de la pandémie ou d'autre chose, mais en tout cas accrochez-vous car aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la mort dans les jeux vidéo. Si vous vous souvenez bien, lors de ma chronique sur l'incarnation d'un personnage végétarien, je vous avais dit « Mourir dans un jeu vidéo, ce n'est pas grave ». Et effectivement, la mort n'a pas cette valeur définitive qu'on lui connaît dans la vraie vie réelle de la réalité véritable. Au contraire même, elle est plutôt monnaie courante au point qu'un joueur peut la croiser plusieurs fois au cours d'un même jeu, que ce soit en la frôlant de justesse ou en la percutant de plein fouet. Car on ne meurt pas dans tous les jeux, et lorsque c'est le cas, on ne meurt pas de la même manière. Les jeux dans lesquels on ne meurt pas sont bien souvent les jeux de course, les jeux de gestion ou les jeux type puzzle tels que Tetris et Candy Crush pour ne citer que ces deux-là. Mais vous l'aurez compris, ces jeux-là ne nous intéressent de toute façon pas et je vous propose donc d'analyser en 3 temps comment la mort fait partie de notre quotidien de joueur. Tout d'abord, nous verrons comment la mort est utilisée dans le gameplay, c'est-à-dire la façon dont on joue au jeu ou la jouabilité. Puis nous nous intéresserons au niveau de difficulté du jeu et comment la mort en est un bon indicateur. Et enfin, on abordera la représentation de la mort en jeu, l'image que le jeu en fait. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le gameplay. Utilisée en tant qu'élément de gameplay, la mort permet notamment de faire la distinction entre un jeu dit linéaire d'un jeu open world. Ce qui est intéressant à noter comme différence entre ces deux jeux est la façon dont le découpage est fait, découpage mis en évidence par la mort du joueur. Je m'explique. Dans un jeu linéaire, le joueur est obligé de prendre une direction précise. Il n'a aucune influence sur la direction qu'il prend, mais aussi sur l'histoire qui se déroule devant nous, comme les scénaristes l'avaient prévu. Un très bon exemple de jeu linéaire est la série des Super Mario Bros. Que ce soit dans les tout premiers sur SNES ou dans les versions 3D des derniers opus, le joueur ne peut pas explorer ni se balader. On peut facilement voir que le jeu est divisé en plusieurs parties. On a tout d'abord les différents mondes qu'on va pouvoir explorer, puis chaque monde est divisé en niveaux, dont le dernier est souvent un château, et les niveaux sont eux-mêmes découpés en épreuves à passer. Une épreuve pouvant être un saut d'obstacle par exemple, une vague d'ennemis qui arrive, un mécanisme à activer, etc. Lorsqu'on meurt, on peut donc savoir précisément dans le niveau quelle épreuve nous a fait échouer. Par exemple, j'ai eu Game Over dans le monde désert, le niveau des pyramides, là où il y a des plantes piranha et on doit récupérer une clé. On pourrait s'amuser à citer les différents découpages de différents jeux linéaires, comme Pokémon qui a un découpage en ville et route, Fire Emblem qui suit quasiment le même découpage que les Super Mario Bros, ou les Star Fox découpés d'abord en 3 routes ou plus, puis en planètes, etc. Mais je vous laisse vous amuser à rejouer à tous vos jeux et chercher par vous-même le découpage. Pour les jeux open world, le découpage est complètement différent. En effet, ne pouvant prédire où le joueur ira, puisque ce dernier peut se déplacer où bon lui semble, de bons exemples de jeux open world seraient Zelda Breath of the Wild, SBO pour aller plus vite, et Skyrim, il faut donc créer un découpage en niveau de difficulté. Ainsi, chaque zone, donjon, quête, etc. sera faisable si le personnage du joueur a atteint un certain niveau, ou si le joueur a atteint un certain skill. C'est le cas par exemple de l'épée de légende, la Master Sword, dans SBO, où vous aurez besoin d'un minimum de 13 cœurs et demi pour la retirer. Il n'y a donc qu'un pas à faire pour dire que dans certaines zones, si votre personnage n'a pas le niveau, les développeurs vous veulent mort. Autre changement notable, dans les jeux linéaires on remarquera la présence de checkpoints, c'est-à-dire un point de sauvegarde où le joueur réapparaîtra en cas de mort, souvent sous forme d'objets à récupérer, comme les drapeaux au milieu des niveaux des Super Mario Bros par exemple. Dans les jeux open world, le seul checkpoint ou élément similaire, dirons-nous, c'est la sauvegarde automatique. En effet, cette sauvegarde donne l'assurance au joueur que sa partie sera conservée à un instant et qu'il ne devra pas tout recommencer s'il meurt. Cela peut se déclencher à un moment précis lorsqu'on sort d'un bâtiment ou donjon comme c'est le cas dans Skyrim par exemple, ou à partir d'un certain temps de jeu. Cependant, afin d'éviter de perdre toute l'avancée que le joueur aura faite, il est vivement conseillé de régulièrement sauvegarder manuellement. Ainsi, c'est donc au joueur de découper lui-même son temps de jeu afin que la mort soit moins frustrante. Contrairement aux checkpoints, qui sont fixes et peuvent donc se révéler frustrants, surtout si le joueur les considère comme mal placés. Mais il y a une autre catégorie de jeux qui utilisent la mort comme découpage, les roguelike et les die and retry. Ce dernier n'est pas une catégorie mais une mécanique, on reviendra dessus. Les roguelikes sont des jeux dans lesquels vous allez faire le même donjon en boucle généré de façon procédurale, c'est-à-dire de façon aléatoire mais en utilisant certaines règles de construction prédéfinies. Wizard of Legend, The Darkest Dungeon et Isaac sont des roguelikes par exemple. Ces jeux sont découpés en 2 temps. Le donjon, qui sera jamais exactement le même donc, est votre base. Chaque fois que vous irez dans le donjon, vous allez récupérer de l'argent, comme des gemmes du chaos dans Wizard of Legend, vous permettant, une fois de retour dans votre base, d'acheter des sorts, des objets et de l'équipement afin de vous rendre plus fort et de faciliter votre progression dans le donjon.
On notera cependant que, si vous entrez dans le donjon, vous ne pourrez plus revenir dans votre base, à moins de mourir. En plus de l'argent récolté pour rendre le personnage plus fort, le joueur va lui aussi pouvoir progresser. Et oui, chaque nouvelle exploration dans le donjon va permettre aux joueurs d'apprendre les patterns des ennemis, c'est-à-dire leur façon de combattre et d'agir, afin de mieux anticiper leurs attaques et mouvements, mais aussi de mieux connaître les objets en jeu, les sorts de son propre personnage, et trouver ainsi un équilibre et une façon de jouer qui convient aux joueurs. En soi, on peut dire qu'un roguelike est la mécanique d'apprentissage mise le plus en avant, car le jeu forme une boucle. On entre dans le donjon, le cœur du jeu, dans le but de le terminer, d'arriver au bout, en sachant qu'on a très peu de chances de le finir lors de nos premiers essais, on meurt en faisant une erreur, et on y retourne. On meurt à nouveau sur la même erreur, mais on comprend peut-être mieux, et à force de mourir, on finit par comprendre et surtout apprendre. C'est là donc de la répétition, et comme disait Nieta d'Overwatch, la répétition est la voie de la perfection. Utilisant le même procédé mais à une échelle plus réduite, on retrouve la mécanique du Die and Retry. Un jeu utilisant cette mécanique pour une de ses épreuves va vous obliger à mourir une ou plusieurs fois avant de trouver la solution adéquate pour résoudre l'énigme ou vaincre le boss en question. On retrouve, tout comme les roguelikes, cette mécanique de boucle donc. Maintenant qu'on a vu les différentes façons que les joueurs peuvent subir une mort, voyons comment ces joueurs peuvent utiliser la mort. Car, en effet, certains jeux laissent aux joueurs la mainmise sur la mort et la façon de l'utiliser. Et le premier jeu qu'on peut citer est Undertale. Dans ce dernier, le joueur incarne un enfant qui, en se baladant un jour, se retrouve dans l'Underground, un pays situé sous la surface de la Terre et dont l'accès est bloqué par une barrière magique. Dans ce pays, vivent des monstres que le joueur rencontrera dans sa quête pour remonter à la surface. Toute l'histoire du jeu est basée sur la réaction du joueur face à ces monstres. En effet, on a le choix entre tuer et épargner chaque monstre, et c'est en fonction de cela que l'histoire changera, ainsi que les dialogues. Il y a 3 grands types de fins. Pacifiste, si vous ne tuez personne et vous liez d'amitié avec les monstres gentils, créant ainsi un paradis. Neutre, si vous en tuez quelques-uns, la fin sera différente en fonction des personnages tués. Et génocide, si vous tuez tous les monstres. Et par tous les monstres, je dis bien tous les monstres. Pour être précis, il faut que, lorsque vous vous baladez dans une zone et qu'une rencontre se lance, le message « But nobody came » mais personne n'est venu apparaît à la place d'un monstre, signifiant que vous avez tué toutes les créatures de la zone. L'ambiance générale lors d'une partie génocide sera beaucoup plus sombre que les autres, et affectera toute partie future. En plus d'utiliser une mécanique propre au RPG, le fait de chercher à XP à foison, et la détourner pour jouer avec la conscience du joueur, d'ailleurs le jeu brise souvent le 4ème mur, ce qui donne une certaine proximité avec le joueur, le jeu détourne aussi les mots Love et EXP pour les transformer en acronymes Level of Violence et Extermination Point, donc niveau de violence et point d'extermination. Un autre jeu reprenant le principe de se faire des amis et ou de les tuer est Among Us. Cette fois-ci, les joueurs n'incarnent pas un humain parmi les monstres, mais plutôt un monstre parmi les humains, puisque si vous êtes un imposteur, vous allez devoir tuer tous les autres joueurs présents. La mécanique est assez proche d'un loup-garou, le où les joueurs jouant les imposteurs doivent se fondre dans la masse, et l'intérêt ici est surtout de mentir et manipuler les autres. L'intensité du jeu se fait donc en sentant que le danger est au sein du groupe, et que tout le monde peut être coupable, donnant à chaque activité en binôme une saveur bien différente. Surtout quand vous avez un doute sur l'innocence de la personne en question. Enfin, la dernière catégorie de jeux qu'on peut citer permettant de tuer d'autres joueurs sont les jeux compétitifs. Ici, le stress sera de toute autre nature, mélange d'excitation, de tension et parfois de frustration et déception. Car si le but n'est pas forcément de tuer le ou les joueurs adverses, il est quand même plus simple d'arriver à ses fins sans avoir constamment sur le dos des gens qui veulent vous empêcher d'accomplir votre objectif. Cependant, ce type de jeu peut apporter de la frustration, car vous êtes face à d'autres joueurs qui peuvent être bien plus forts que vous. Même si ces jeux tentent de rendre les matchs équilibrés en faisant s'affronter des joueurs de même niveau, il n'est pas exclu que vous vous fassiez tuer en boucle par un même joueur au cours d'une partie, ou alors il peut y avoir un mauvais équilibrage du jeu, ce point étant plus ou moins vrai en fonction du nombre de personnages présents en jeu, la vitesse à laquelle de nouveaux personnages apparaissent, etc. Et toute cette question d'équilibrage renvoie directement à la difficulté du jeu en lui-même, car à la base, mourir n'est pas quelque chose de plaisant en soi, ni en coton, bien au contraire. Mourir trop souvent peut apporter de la frustration. C'est d'autant plus vrai qu'une partie de la communauté de joueurs, et notamment ceux qu'on appelle les casual gamers, ou casu, les joueurs occasionnels donc, recherchent du divertissement simple qui permet de se détendre, et peuvent donc être plus sensibles à la mort et à la frustration que cette dernière peut apporter. Étant donné que c'est une partie de la communauté qui est grandissante, notamment depuis l'apparition des jeux Facebook et de jeux mobiles type Candy Crush Saga, il est normal de trouver de plus en plus de jeux qui tentent d'atténuer les effets de la grande faucheuse,
ou de supprimer totalement cette dernière. On pourra citer par exemple Animal Crossing, jeu de gestion dans lequel le joueur est incarné par un petit personnage qui ne peut pas mourir. Au pire des cas, vous êtes mis KO par une morsure de migale ou 2 piqûres de guêpe, mais la mort n'existe pas. Autre constat intéressant à faire, c'est l'évolution du taux de mortalité, révélateur de la difficulté dans les jeux ou du moins dans certains jeux. On peut prendre comme exemple, à nouveau, la série des Super Mario Bros mais aussi Pokémon. Dans le premier, les champignons qui donnent une vie étaient très rares, et si vous bloquiez sur un niveau, le game over finissait par apparaître, tandis que dans les derniers opus, un game over est vraiment quelque chose de rare, car les vies sont plus faciles à obtenir. C'est d'ailleurs flagrant dans Super Mario Galaxy, dans lequel vous recevez entre 5 à 20 champignons de la part de la princesse Peach à chaque nouvelle session de jeu, en plus des champignons présents dans l'observatoire, la zone neutre entre guillemets, la base du joueur, et en plus des champignons qu'on trouve dans les niveaux. Dans Pokémon, bien que nos monstres de poche ne meurent pas, la difficulté est drastiquement baissée et les cadeaux variés que vous fait le jeu sont toujours de plus en plus nombreux, sans compter les soins régulièrement donnés par les PNJ et le multi-XP activé d'office et offrant de l'expérience à tous vos monstres de poche. Il est donc devenu inutile de farmer l'XP pendant des heures pour battre un champion d'arène comme on devait le faire avant, car le dit champion avait 4 ou 5 niveaux de différence avec notre équipe. Pourtant, une autre partie de la communauté, qu'on oppose traditionnellement au casu, est à la recherche de cette précieuse difficulté. On appelle ces joueurs les hardcore gamers. Bien que cette catégorie regroupe des profils divers vu qu'ils restent bien au chaud chez eux, le point commun à tous ces joueurs est de vouloir pousser le jeu dans ses limites, ou se pousser soi-même à la limite de ce qui est humainement réalisable en jeu, en s'imposant, si nécessaire, des nouvelles contraintes dans le jeu. C'est le cas du Nuzlocke Challenge par exemple, qui est un défi qui impose aux joueurs de Pokémon de nouvelles règles, comme seul le premier Pokémon rencontré de chaque nouvelle zone est capturable, et si un Pokémon de votre équipe est mis KO, il est considéré comme mort et devient inutilisable. À ces deux premières règles, les joueurs en ont rajouté d'autres, et il existe aujourd'hui un grand nombre de variantes du Nuzlocke de base. On pourra citer le Ratata Nuzlocke de Didi Chandouidoui, qui consiste à ne jouer qu'avec des Ratata, le Shiny Lock, où seuls les Pokémon chromatiques sont capturables, la non-utilisation des centres Pokémon ou la limitation du nombre de Pokéballs achetables, etc. Certains éditeurs proposent même des variantes de leur propre jeu afin de s'adapter à cette catégorie de joueurs. On pourra citer Ankama avec son MMORPG Dofus qui propose des serveurs dits héroïques, ou encore Minecraft et son mode survie en hardcore. Ce serveur et ce mode rendant toute mort définitive. Bien que pour Minecraft, cela ne suffit apparemment pas aux joueurs qui ont créé le serveur RLCraft, le serveur qui regroupe des modes rendant le jeu infernal, bienvenue en enfer donc. Ces versions permettent non seulement une bonne dose d'adrénaline à chaque combat, mais donnent une saveur nouvelle à chaque réussite et avancée du joueur, car le risque pour obtenir tout ce que le joueur obtient est grand, d'une part, et d'autre part potentiellement éphémère. Car c'est aussi là le but de la difficulté. Outre le fait d'être un challenge et une satisfaction personnelle, la vision en jeu des biens matériels et de la vie en général se voit changer. Dans Pokémon, cela rend le jeu un peu plus mature et donne au cimetière croisé en jeu une réelle signification pour le joueur. Mais certains jeux ne se contentent pas de faire une version difficile, mais s'imposent comme étant des jeux s'adressant à un public plus aguerri et à la recherche de difficultés. C'est le cas de la série des Dark Souls. Dire que vous allez mourir très souvent dans ce jeu est un doux euphémisme, croyez-moi. Ce jeu a un niveau de difficulté et un taux de mort si élevé que sur internet on en fait des mèmes, donc des blagues assez courtes soit sous forme d'images ou de vidéos, dans lesquelles on compare les tutos tout gentils des autres jeux alors que dans Dark Souls le tuto c'est un boss, de la joie intense et de la fierté de battre un boss justement, bien que ce dernier vous a tué un bon 800 fois avant, ou encore que le vrai logo de Dark Souls soit la typographie des deux mots You Die qui apparaît trop souvent. Mais alors, n'y a-t-il pas des jeux qui arrivent à contenter casu et hardcore gamers? Car lorsqu'on parle de difficulté, on a rapidement en tête l'écran de choix de difficulté, allant de facile à difficile, voire au-delà avec des noms plus créatifs les uns que les autres pour vous décrire à quel point le jeu sera dur, comme cauchemardesque, hardcore, infernal, etc. Tout ceci sonne un peu comme une solution miracle pour satisfaire tout type de joueur. Cependant, si on prend le temps de passer de l'autre côté de la manette, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. En effet, chaque rang de difficulté n'indique pas uniquement un nombre d'ennemis et de pièges mortels plus important, c'est bien tout l'équilibrage qu'il faut modifier. Des ennemis plus résistants, plus intelligents et qui fassent plus de dégâts. Ainsi, lorsque le niveau de difficulté sera plus haut, le joueur ne pourra plus se contenter de bâcher du mob comme on dit, c'est-à-dire tuer en masse et à vue les ennemis qui arrivent à lui, mais devra adopter une stratégie pour vaincre les ennemis et même les plus banals d'entre eux.
Il faut cependant garder en tête de ne pas rendre le jeu impossible, au risque de perdre son public. D'autant qu'on a déjà vu plus haut que la difficulté proposée en jeu n'est parfois pas suffisante, notamment avec l'exemple de Minecraft et le serveur RLCraft. Une autre proposition pour rendre le jeu plus difficile sans pour autant abandonner la communauté casu est de rajouter des quêtes alternatives nettement plus compliquées, mais qui n'impactent pas ou peu l'histoire principale afin de donner un vrai challenge à ceux qui aimeraient finir le jeu à 100%. C'est notamment le cas dans les derniers Super Mario Bros par exemple, qui proposent aux joueurs de chercher des pièces cachées et ou difficiles d'accès. On retrouve cette mécanique dans Super Mario Odyssey par exemple, qui, de ce fait, crée un vrai pont entre les joueurs qui veulent passer peu de temps en jeu mais avoir toutes les sensations d'un jeu complet, et ceux qui vont passer des heures à la recherche des objets cachés. De ces deux mécaniques, il faut garder une chose en tête, la difficulté ou sensation de difficulté n'est pas uniquement due à un taux de mortalité élevé. En effet, comme je vous l'ai dit au début de cette partie, mourir n'est pas quelque chose de plaisant en soi. Non, la réelle sensation de difficulté est due plutôt à la proximité de la mort, jusqu'où le joueur va devoir se mettre en danger pour réaliser X actions. C'est la question qu'il faut garder en tête lors de l'équilibrage justement, ou, de manière générale, à chaque fois qu'un nouvel élément est créé pour le jeu. Un bon exemple serait avec les jeux de type platformer, oui, encore. Ce qui va nous intéresser cette fois, et notamment avec l'exemple de Super Meat Boy, qui utilise pas mal cet effet, est la façon dont on peut donner l'impression qu'une épreuve est difficile sans faire énormément de changements. Je m'explique. Prenez un saut mural tout bête, ajoutez-y une scie en bas d'un des murs, le simple ajout de cet élément mettra une pression supplémentaire au joueur, il aura l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de devoir réussir son saut du premier coup. Bien sûr, c'est un saut simple d'exécution pourtant, mais cette scie va beaucoup jouer sur la psychologie du joueur, qui pourrait même se mettre à rater ce saut qu'il aurait réussi haut la main sans ça. Comme je vous l'ai donc dit, l'important pour une bonne impression de difficulté est la proximité avec la mort, la sensation de s'en sortir toujours de justesse qui compte, plus que la mort en elle-même. Tout ce qu'on a vu jusque-là relève d'éléments techniques du jeu. Mais en tant que divertissement, le jeu possède une dimension artistique non négligeable, et je vous propose donc, pour clore ce podcast, d'analyser cette dimension artistique en observant la façon dont les jeux représentent la mort. Et on commence avec une vision qu'on pourrait qualifier de simpliste. La mort fait partie de la vie. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que la mort nous emportera tous un jour ou l'autre, et lorsqu'on veut créer un jeu qui paraît un minimum réaliste, l'intégration de la grande faucheuse semble être une bonne piste. Alors non, je ne vous parlerai pas des jeux de rôle japonais ou JRPG qui font mourir leurs personnages, mais en fait non, parce que Deus Ex Machina ou autres procédés de ta gueule c'est magique, car ici ce n'est pas très intéressant d'en parler, étant donné que les personnages ne sont, techniquement parlant, pas morts, le jeu le laisse juste allègrement supposer. Premièrement, cela peut être juste une mécanique pour attirer plus de sympathie vers un personnage. Un personnage génère peu de sympathie auprès des joueurs, on le tue, les gens sont tristes pour ce personnage car même s'il avait X défauts, on se rend compte que sa présence était cool, on le fait réapparaître et tada! La sympathie a été créée avec succès. Ça peut aussi être une simplicité scénaristique pour avoir de nouveau un personnage qui aura un rôle clé dans l'intrigue, quand ce n'est pas les deux en même temps. Cependant, on pourra quand même dire que cette fausse mort pourrait être un rappel que cette dernière rôde pas très loin de nos personnages chéris. Dans Pokémon, cependant, nous pouvons parler des cimetières présents dans chaque opus. Si nos compagnons ne peuvent pas mourir en jeu, sauf si vous faites un Nuzlocke Challenge, cela n'empêche que dans le monde de Pokémon, comme dans le nôtre, chaque être est mortel, et ces cimetières en sont la preuve. De plus, en parlant aux divers PNJ présents dans la zone, ce sentiment de mortalité est renforcé. Qu'ils soient dans la peine, dans la nostalgie ou dans la chaleur des bons souvenirs de leur monstre de poche, ces PNJ pourront vous raconter un des nombreux souvenirs partagés avec leurs Pokémon. Une autre possibilité pour rapprocher la mort du joueur, c'est de la lui confier directement. On avait déjà cité Undertale et Among Us, mais nous pouvons ajouter la série des Mass Effect. En effet, tout au long de l'histoire que propose cette série de 3 jeux, le joueur sera amené à faire des choix qui pourront entre autres tuer des coéquipiers du joueur. Non content d'ajouter bien évidemment les dialogues correspondant à la perte du coéquipier en question, le jeu pourra tenter de vous faire culpabiliser, car vous êtes responsable de leur mort. Le procédé est bien pire que Undertale dans lequel, pour rappel, vous choisissez de tuer volontairement les personnages. En effet, là ce sont vos choix qui vont vous amener à tuer un coéquipier contre votre gré, comme dans Mass Effect 2 avec Vrex qui sera hors de lui si vous n'arrivez pas à le calmer lorsque vous choisissez de conserver la stérilité Krogan, ou un choix qui semblait innocent et qui va finalement se retourner contre vous, comme la bataille de fin du 2 si vous faites mal vos groupes. Bref, des personnes meurent, et c'est sous votre commandement. Mais la mort n'est pas que tristesse, regret et pleurs. Elle peut aussi être étrange, intrigante et pleine de poésie. Et c'est cette facette qui a été exploitée pour créer un des deux personnages composant le champion Kindred, Hanyo.
Le personnage de Kindred est très intéressant pour plusieurs choses. Tout d'abord, il s'agit de l'incarnation de la mort dans Runeterra, le monde où vivent les champions de League of Legends. Mais cette dernière prend la forme de deux créatures, Agneau et Loup. À la base, cette entité ne faisait qu'un. C'était un homme pâle, aux cheveux bruns, qui se sentait très seul. Pourquoi se sentait-il seul? Tous doivent le rencontrer. C'est pourquoi il le fuyait. Les a-t-il tous pourchassés? Il prit une hache et se fendit en deux. Pour toujours avoir un ami? Pour toujours avoir un ami. Cette histoire, emplie de magie mais aussi de tristesse, est pleine de mystères. La mort était donc un homme seul, chasseur éternel. Et c'est d'ailleurs pour ça que les deux se complètent. Agneau, qui nous intéresse particulièrement ici, est la partie compatissante et douce. Lorsqu'elle tire sa flèche sur ceux qui acceptent leur fin, la mort est rapide. Agneau est parfois poète, et en jeu vous pourrez l'entendre dire « Entre docile dans cette belle nuit. Nous ne sommes point des rêves, nous sommes l'éveil. » Ou encore « La seule vraie mort est de ne jamais vivre. » La compassion d'Agneau se voit en jeu à travers son ultime, Repos de l'Agneau, qui permet à toute unité présente dans l'ultime de ne pouvoir passer sous 10% de points de vie. Après un court instant, tout ce beau monde est soigné. C'est un de mes champions préférés, et je vous recommande vivement d'écouter The Lamb and the Wolf de Just Another Nobody sur YouTube, une vidéo qui représente à mes yeux bien le champion. Une autre mort représentée de façon poétique est Limbo. Ou du moins les premiers instants de Limbo. Lorsque votre personnage se réveille, perdu dans la forêt, il n'y a pas de musique, les décors sont en nuances de noir et blanc, et la forêt semble calme et paisible. Seul un peu de brume parsème votre chemin. Le jeu ne présente pas de réelles complications, tant que vous êtes encore dans cette partie tutoriel. Mais cela ne durera pas longtemps. Le jeu en lui-même est d'ailleurs chargé de mystères, car on ne sait pas bien où se trouve le personnage et ce qu'on doit faire. Un peu comme le petit garçon qu'on contrôle, le joueur est un peu déboussolé. Et la fin aussi intrigue. On passe ce voile blanc, coincé dans un encadrement de porte immense, pour nous retrouver de l'autre côté, de retour dans la forêt qu'on avait quittée en avançant dans le jeu, en apesanteur. Et une sorte de paix s'installe pour le joueur, après le stress et la difficulté installés sur les derniers instants du jeu. Car oui, la mort est aussi effrayante. Cela est rappelé par Lou, le second personnage de Kindred. Du loup, vous n'en verrez que le visage, ou les crocs, le reste de son corps n'étant que ténèbres. Il chasse ceux qui veulent fuir la mort, les rattrapant toujours. C'est la partie la plus bestiale de la mort. Il a faim, sans cesse. Sa bestialité est retranscrite d'abord par ces mots. Je lui trancherai la gorge. La peur rend la chasse plus amusante. Ou encore... Je les mettrai en lambeaux. Ensuite, parmi les sorts de Kindred, ceux destinés à contrôler Lou sont purement offensifs. Frénésie de Lou, créer une zone de chasse dans laquelle Lou attaquera tout ennemi à portée de lui, ou attaqué par Agneau. Terreur mortelle marque une cible, ce qui la ralentit et, si Agneau la touche 3 fois de suite, envoie Lou fondre dessus pour infliger des dégâts. Mais le duo formé par Agneau et Lou est bien plus complexe et intriguant que cela. Mais pour vous en dire plus, il me faudrait presque une vidéo rien que pour eux. En attendant, on pourra aussi parler de la suite et surtout de la dernière partie de Limbo. La forêt se peuple petit à petit d'araignées géantes, d'enfants cherchant à vous tuer, d'asticots prenant le contrôle de votre corps en s'enfonçant dans le sommet de votre crâne pour atteindre votre cerveau. Et bien vite, vous vous retrouvez dans une zone de plus en plus industrielle, de plus en plus métallique, de plus en plus étroite et oppressante et avec de moins en moins de lumière. Après tout, Limbo signifie les limbes, le lieu où les âmes d'enfants non baptisés vont. Ce n'est pas l'enfer, mais presque. Quoi qu'il en soit, vous devrez constamment avancer dans les ténèbres, là où il fait sombre. Un peu comme dans les jeux d'horreur qui vous poussent à prendre le chemin le plus effrayant, le plus sombre. Dans un premier temps, le jeu joue sur l'ambiance générale des décors, de la lumière, des PNJ qu'on rencontre, pour que le joueur ne soit pas confortable. Puis on lui intègre l'idée qu'il doit se diriger vers le danger, car c'est la seule option valable, en mettant un bruit émanant d'un couloir, une ombre qui passe dans la pièce d'à côté, etc. Oh, bien sûr, vous risquez de mourir, mais c'est dans cette direction que le risque est plus grand, ou qu'on vous laisse croire que le risque est plus grand, et c'est par là que vous devez aller. Même Pokémon se teinte parfois de ténèbres, non pas avec les cimetières, qui sont des lieux de calme et de recueillement, mais avec certaines zones hantées, récurrentes dans la série des jeux. Ces lieux, souvent abandonnés, tels que la maison hantée de XY, la boutique de Soleil et Lune, le manoir de Platine ou celui de Noir et Blanc 2 par exemple, sont sombres,
délabré, et vous pourrez y croiser des fantômes. En parlant de fantômes, nous pouvons aussi évoquer les maniaques de X et Y, qu'on croise à plusieurs reprises et qui sont étranges, très étranges. Le Zorrois dans Noir et Blanc 2 se trouvant dans une clairière, et aussi lors du Conseil 4 dans Soleil et Lune lorsque vous battez la fille du type spectre avec le fantôme qui apparaît juste derrière elle, etc. etc. Vous avez déjà des frissons ? Eh bien sachez que, pour certains joueurs, cela ne suffit parfois pas, et ils inventent eux-mêmes des histoires autour des jeux ou même en jeu, ce qu'on appelle des creepypastas. Comme cette ville fantôme dans Animal Crossing sur GameCube, tenue par une japonaise, au design malsain et horrible, ou les histoires qu'on raconte autour du monde Distorsion dans la version platine de Pokémon, ou encore la musique de l'avant-ville, célèbre pour les suicides qu'elle aurait engendrés, ou, pour revenir encore à Animal Crossing, les gyroïdes, ces espèces de cactus qui apparaissent uniquement après les jours de pluie, et, par une étrange coïncidence, chaque fois que vous choisissez de faire partir ou de laisser partir un habitant de votre ville. Bref, la mort fascine, intrigue et délivre en nous des émotions diverses tout au long de notre existence, qu'elles soient dans la vie de tous les jours mais aussi en jeu. Et pour terminer cette chronique en beauté, je vous laisse sur les paroles d'Agneau. C'était Miho, et ciao tout le monde. Nous ne sommes point des rêves, nous sommes l'éveil. Chut, repose-toi. Entre docile dans cette belle nuit, laisse l'oubli t'emporter. N'aie point peur de la fugacité de la vie. Étreindre la vie signifie accepter la mort. Ta vie fut belle, ta mort le sera aussi. Tu brilles intensément. Chaque étincelle fait naître une flamme. La beauté n'est ce qu'elle est que parce qu'elle est éphémère. Le lendemain est un espoir, pas une promesse.